Xavier Massard, j'ai 33 ans. Pas sportif de haut niveau jusqu'à arriver à la vingtaine et de me mettre triathlon. J'ai fini par quitter un peu le triathlon et faire de plus en plus de vélo. Tu pars avec tout ce dont tu as besoin sur ton vélo et puis tu arrives 7000 km loin et j'ai dit bon, je vais traverser la Belgique à vélo le plus vite possible. C'est quoi le record? Il n'y a pas de record. Okay. Ce qui est beaucoup plus efficace, c'est de vraiment cibler les marques et les partenaires pour être au courant de valeurs communes, d'une vision commune. Prends ton vélo et va explorer le village d'à côté, la ville d'à côté, le département, le pays d'à côté, mais utilise ce moyen de déplacement pour explorer, rencontrer des gens et te construire via ces explorations et ces rencontres. Il y a clairement un aspect méditatif et de plénitude quand je roule à vélo. Salut les sportifs, c'est Armano. Vous êtes sur le podcast Dans les vestiaires. Dans les vestiaires, c'est le podcast qui vous en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, les aventuriers, les explorateurs, les artistes pour financer leur carrière et vivre leurs rêves. Je voudrais commencer par des remerciements à toute la communauté qui interagit avec moi à chaque nouvelle publication d'épisode et qui rivalise d'idées pour avoir des invités. Et un énorme merci aussi à Sylvain qui a œuvré dans l'ombre pour effectuer le montage de ce magnifique épisode. Il voulait rester caché, il faut rendre à César ce qui leur appartient. Alors Sylvain, merci. Juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec un nouvel invité, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et encore moins vous embêter avec de la publicité, mais plus je recevrai de sportives, d'artistes, d'aventuriers, d'explorateurs prestigieux et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors une seule solution, il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je compte donc sur vous pour aller dès maintenant sur Apple Podcast, laisser une note 5 étoiles et une revue, le faire aussi avec tous les comptes et tous les appareils des membres de votre famille et enfin inciter vos amis à nous écouter et à laisser des commentaires de folie. Allez, sur ce, assez discuté, je vous laisse écouter mon nouvel invité. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur le podcast Dans les vestiaires et encore une fois je suis très heureux d'avoir un superbe invité. Alors oui, c'est un invité, je me disais qu'il me faudrait une invitée, mais pour l'instant toutes les recos de grands noms du sport que l'on me fait, ce sont majoritairement des hommes. Donc si vous avez des idées, et bien surtout n'hésitez pas à me dire quelle grande sportive, quel grand nom du sport féminin vous souhaiteriez entendre. Ce sera toujours un plaisir de relever des défis et d'aller à la pêche à ces grands noms féminines du sport. Toujours est-il qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Xavier Massard. Bonjour Xavier. Bonjour Hermano. Alors écoute, moi ce que je te propose et ce que j'aime faire à chaque fois dans ce podcast, c'est donner la parole à mes invités pour nous en dire plus sur eux. Déjà, comment ils s'appellent. Bon, j'ai déjà vendu la mèche, j'ai donné ton nom et ton prénom, mais je ne le fais pas toujours. Donc cette fois-ci, c'était le cas. Je te laisse te présenter, dire qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, où tu vis, quel est ton but ultime dans le sport, et puis après on enchaînera sur une séance de questions-réponses. Ça marche. Mais donc moi je suis Xavier Massard, j'ai 33 ans, je suis belge, mais j'habite maintenant en France et je travaille en Suisse. J'ai ce fameux statut de frontalier franco-suisse. Je travaille actuellement dans un magasin de vélo et donc ça approche un petit peu ce dont on va beaucoup parler, j'imagine, puisque j'évolue pas mal dans une discipline qu'on appelle l'ultracyclisme ou le bikepacking, qui sont des courses de longue distance à vélo ou d'aventure ou d'exploration à vélo. Donc voilà un peu en résumé très rapide. Maintenant si tu veux un peu approfondir, donc moi j'habite ici depuis, ça va bientôt faire un an, depuis janvier, et ça va faire 6 mois que je travaille dans un magasin de vélo. Le plan initial n'était pas réellement de faire ça, mais bon, le Covid s'est mêlé des plans de déménagement dans les Alpes avec ma compagne, de mes plans personnels de vivre encore plus de ma passion pour le vélo et l'ultracyclisme et d'y trouver un équilibre. Puis on en reparlera, mais c'est pas encore tout à fait au point. Et donc là, pour le moment, je travaille dans un magasin de vélo et je roule moins vélo moi-même, même si ça a été ma vie et mon quotidien pendant les 3 dernières années. Alors tu nous dis les 3 dernières années, on va passer un petit peu tout ça en revue, mais déjà, comment est-ce que tu as découvert le vélo? Ou est-ce que tu pratiquais d'autres sports avant de pratiquer le vélo?
Bon, moi j'ai la chance, je te vois en vidéo, donc j'ai ta tête, ton physique. C'est vrai que t'as plutôt un physique de cycliste qu'un physique de bodybuilder. Bon, ça va, j'ai un peu de carrure quand Non, mais je veux dire, t'es plutôt longiforme, Philippe. même. Non, mais oui, comment je suis arrivé au vélo? Il n'y a pas si longtemps et très longtemps en même temps. J'ai, comme un peu tout le monde, commencé le vélo gamin avec un VTT et faire plein de bêtises en vélo dans des rues, sur des tremplins, etc. Et utiliser ça comme un moyen de transport et de balade familiale. Mais pour moi, le vélo est devenu réellement un sport quand un ami m'a parlé du triathlon en 2010, 11, donc ça fait une dizaine d'années, pas beaucoup plus que ça. Et moi qui n'étais jamais monté que sur un VTT, m'a dit bah oui, mais par contre avec le VTT ça va pas aller, il va falloir avoir un vélo de course. Et du coup j'ai oui, bah oui, vélo de course, ouais ça va aller. Et puis via j'ai eu un vélo de course à prêter, c'était un vieux vélo de course en 19 mm sur des pneus genre c'était même pas des pneus, hein. Et du coup, c'était ma première expérience en vélo de course et une approche plus sportive du vélo. Parce que je faisais de la course à pied depuis quelques années. Et puis oui, du coup, un ami qui me parle de triathlon, me dit ah, pourquoi pas. Et puis de là est venu le vélo et les sports d'endurance aussi de manière générale avec le triathlon. Mais donc ça fait une dizaine d'années que, que j'ai commencé à goûter à ces sports. Ouais, donc une carrière plutôt courte. Tu fais pas partie de ceux qui ont découvert. Alors l'ultracyclisme, ça me paraît un peu difficile de découvrir ça à 5-6 ans, mais du moins le vélo, t'as pas eu une histoire d'amour avec le vélo de course ou le vélo de route quand t'étais gamin? Pas trop, non, vraiment pas. C'est vraiment arrivé sur le tard, à la vingtaine, de vouloir faire autre chose. J'ai toujours fait du sport, hein. J'ai fait beaucoup d'escalade quand j'étais plus jeune et ado. J'ai fait du badminton quand j'étais ado aussi, niveau compétition nationale, etc. Mais rien de, ouais, j'ai deux, trois tournois, mais jamais rien d'extraordinaire. Mais pas sportif de haut niveau jusqu'à arriver à la vingtaine et d'avoir envie de faire autre chose et de me mettre dans ouais, d'abord au triathlon avec des copains une fois ou deux par année et puis après je pense après 2 ans je me suis inscrit dans un club et puis j'ai découvert que ça pouvait prendre une toute autre ampleur et puis voilà. Alors sur le triathlon justement, parce que moi je viens du triathlon, alors je connais un petit peu les distances. Ouais. T'as commencé sur le court, sur le moyen, sur le long, t'es monté direct sur Ironman ou sur Ultra Ironman, comment c'était? J'ai commencé sur un sprint, je pense le premier que non c'était je sais plus maintenant, un sprint ou un olympique, l'un ou l'autre. Euh, non, c'était un sprint parce que la transition était que je venais de faire mon premier 20 km aussi en course à pied quelques mois avant. Et du coup, mon premier sprint, ça m'avait mis le même temps. J'avais couru, je pense, 1h40 pour faire les distances équivalentes, mais j'avais fait 1h40 d'effort et j'avais trouvé ça tellement plus complet d'avoir fait 1h40 de triathlon que d'avoir fait 1h40 d'un 20 km et d'être arrivé, je me souviens, éclaté à la fin de ce premier semi et de plus avoir marché pendant une semaine après. Et du coup, mon premier triathlon qui m'avait mis le même temps, je me souviens d'avoir dit hey, c'est chouette en fait. Je me souviens de mon premier triathlon aussi et c'est vrai que quand tu prends le virus, c'est assez sympa. Alors Ouais. pour ceux qui auraient pas encore capté ou compris, le triathlon sprint c'est 750 mètres de natation, 20 de vélo et 5 de course à pied. Donc après tu as parlé aussi d'un distance olympique ou courte distance, là c'est le double. Donc c'est 1500 de natation, 40 de vélo et 10 de course à pied. Et puis je suis passé au double et puis encore au double et donc j'ai fini par faire un complet en Nouvelle-Zélande parce que j'ai vécu en Nouvelle-Zélande. C'est la seule fois où j'ai fait un complet parce que j'avais un style de vie qui me permettait de m'entraîner à un niveau correct et sans que ça devienne une contrainte horaire trop compliquée. D'accord. Et que ça reste un plaisir, puisque pour moi le sport, toujours eu cette notion de plaisir pour moi dans le sport, et donc je l'ai plus refait depuis, même si ça m'a toujours tenté.
Mais oui, les contraintes et les choix de vie font que voilà, ça se représentera sûrement, mais là pour le moment, j'ai fini par quitter un peu le triathlon et faire de plus en plus de vélo uniquement. Ok, donc quand tu parles du complet, tu parles de l'Ironman. L'Ironman, Exact. c'est Ouais. 3,8 donc 3 km 8, 3800 mètres de natation, 180 de vélo et 42 de course à pied. Donc on finit par un petit marathon. Voilà, c'est juste histoire de... Pour se dégourdir les jambes. C'est ça, histoire de rester en endurance. Et donc en combien de temps t'es monté du sprint à l'Ironman? J'ai fait ça en 2016, en 4 ans. 4 ans, ok. Ouais, donc belle progression. Et du coup, 2010-12, t'as pris le virus, t'as chopé le virus du triathlon. Alors, je sais pas si on peut dire choper le virus en ce moment, c'est pas trop c'est pas trop le moment. Ouais, bon, disons que t'es tombé dans la marmite du triathlon. 4 ans plus tard, t'étais sur Ironman, et puis après, t'as basculé tout doucement vers, enfin tout doucement, ou peut-être pas si doucement que ça, finalement, vers beaucoup plus de vélo et beaucoup plus encore, jusqu'à arriver sur de l'ultracyclisme. C'est ça? Tout à fait. Il faudrait que tu nous en dises plus sur l'ultracyclisme. Qu'est-ce que c'est? Parce que... Alors, l'ultracyclisme sont des courses de distance, enfin de très très longue distance à vélo, donc ils peuvent être on parle de plusieurs centaines, mais bien plus souvent plusieurs milliers de kilomètres. Ils relient souvent un point A à un point B et où le temps ne s'arrête jamais. La plus longue course que j'ai réalisée comme ça, c'est la Transam, donc la Transamerica Bike Race, qui fait du coup 7000 km. Tu pars de la côte ouest des États-Unis et tu vas le plus vite possible juste sur la côte est, 7000 km plus loin. D'accord. Donc ça m'a mis 24 jours à faire, et donc pendant 24 jours, tu roules à vélo entre... il y a pas de limite, tu pédales 16-18 heures par jour, t'endors le moins possible, parce que quand tu dors, tu pédales pas et donc t'avances pas. Donc le but c'est de pédaler le plus possible et de t'arrêter le moins possible, et donc de gérer ton alimentation, ton sommeil, tes réparations, c'est tout par toi-même, puisque la grande caractéristique de ces courses, c'est la notion de course sans assistance. D'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est à toi de gérer tous ces facteurs-là. Selon les courses, la navigation, c'est soit sous forme de traces fixes que tu dois suivre, soit sous forme de checkpoints à rallier, et à toi à faire ta route entre les checkpoints. Alors, quand tu dis trace fixe, c'est-à-dire t'as une balise type GPS Tu as un GPS, tu dois suivre une trace GPS, et alors tout le monde est suivi par un traceur GPS. Ok. Ce qui qui renvoie ta position sur une carte, et qui crée tout un aspect un peu connexe de ces courses qui s'appelle du dot watching, donc du suivre des points, suivre des points sur une carte, puisque tout le monde a un traceur 24/24, et donc les gens depuis chez eux, ça part de la famille, mais puis ça crée un engouement, et puis tu as des gens qui se passionnent pour le fait de suivre ces courses à distance et d'imaginer ce qui est en train de se passer sur la course. Il a dormi, il a pas dormi, t'as vu, il va plus vite que l'autre, puisque donc les gens peuvent suivre ces courses à distance, et que oui, voilà, tout ça se passe sur des cartes, et tu vois des petits points qui avancent sur une carte. Et alors tu dis, tu as une trace GPS à suivre. Est-ce que malgré tout, tu as quand même le choix des routes, le choix de dévier un peu du tracé, tout en restant globalement sur une route assez bien décrite, ou vraiment là, t'as pas le choix, tu dois suivre la trace qu'a préconisé l'organisateur. Enfin, pas qu'a préconisé, qu'a décidé l'organisateur. C'est là où je disais, il y a deux types de courses. Il y en a avec une trace vraiment définie par l'organisateur, et tu ne peux pas en dévier. Si tu en dévies et que tu prends un raccourci ou autre, c'est une disqualification pour ne pas avoir suivi l'itinéraire donné. Okay. Et puis à l'autre, sur un autre plan, il y a des courses qui sont avec des points de passage. Et puis d'un point de passage à l'autre, c'est à toi de définir ton itinéraire. Et donc là, il n'y a pas d'itinéraire qui est défini. Et là, il y a tout cet aspect de navigation qui rentre en jeu, puisque
Est-ce que tu fais le détour mais qui est plus plat, ou est-ce que tu vas tout droit mais tu prends la montagne en plus? Il y a plein de stratégies sur ta navigation qui rentrent en compte. Est-ce que tu prends vraiment le raccourci mais qui est pas en route, qui est en gravel? Est-ce que tu prends la piste cyclable qui fait tout le tour mais qui est toute plate avec le vent dans le dos? Il y a plein de ce genre de questions qui entrent en jeu. Et du coup, donc tu nous dis c'est des courses qui sont globalement sans assistance. Est-ce que malgré tout tu as un staff qui te suit, ou tu as un staff à distance qui te guide ou qui t'aide ou qui te ravitaille, ou quand c'est vraiment sans assistance, bah par exemple dans les États-Unis tu te démerdes pour manger, pour boire, pour pisser, pour tu te démerdes de A à Z. L'aide extérieure peut être vue est souvent vue comme un facteur de disqualification aussi, et d'accepter de l'aide extérieure que non, tu n'acceptes pas. Donc c'est-à-dire que la mentalité derrière cette notion de non-assistance, c'est que tout ce que tu utilises doit être disponible pour tout le monde aussi. Ok, bon, donc c'est l'esprit triathlon, quoi. Pas d'aide extérieure. Oui, on peut voir ça comme ça, ouais, tout à fait. C'est un peu plus roots que dans le triathlon, mais ça s'approche de ça, tout à fait. Donc, si tu as un pépin mécanique, c'est à toi d'aller trouver un magasin de vélo qui peut réparer ton vélo. Mais ok, il le répare et il t'aide, mais en même temps, il pourrait réparer le vélo de n'importe qui. Hein. C'est toujours un petit peu flou, et puis il y a des gens qui ont une lecture très stricte de ces règles, et d'autres un peu plus flexibles. Mais l'esprit de ces courses, c'est que tu pars avec tout ce dont tu as besoin sur ton vélo, et puis tu arrives 7000 km loin et tu t'es débrouillé tout seul. Ok. Alors écoute, c'était un signe, hein, parce que ce midi j'ai passé un coup de fil à quelqu'un que je connais pour lui parler de mon défi, dont peut-être on pourra parler en off tout à l'heure. Ouais. Alors je sais pas si tu connais, c'est quelqu'un qui est pas très connu dans l'ultracyclisme, il s'appelle Arnaud Manzanini. Tout à fait, oui. Donc non, faire un podcast avec lui, d'ailleurs il m'a appelé aussi. Ah cool. Bon, on a dit qu'on se parlerait, puis. Donc pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, c'était ironique, hein, Arnaud est quand même une des figures emblématiques de l'ultracyclisme français, et qui, si je ne m'abuse, a gagné 2 fois la Race Across America. Oui, et là, mais c'est là où il y a un flou autour de la discipline de l'ultracyclisme. Arnaud est une figure emblématique dans ce qu'on appelle l'ultracyclisme avec assistance. Donc, c'est ça, voilà. La Race Across America, qui est une discipline qui existe depuis beaucoup plus longtemps. Ce sont des disciplines qui sont un peu pas loin aussi au final de ce que fait l'UCI, avec des chronos sur 24 heures et ce genre de course vraiment contre la montre, et puis les contre la montre de 12 heures, puis de 24 heures, puis se sont agrandis, et puis on retrouve cet aspect avec staff assistance. Et puis il y a des courses qui sont faites aussi à travers les États-Unis, mais avec staff assistance, où des gars comme Arnaud roulent même pas à 18 heures, ils roulent 23 heures sur 24 avec un van devant, un van derrière, une lampe, un gars qui tend un bidon s'il a soif, qui tend un lit s'il est fatigué. Enfin, c'est un tout autre monde, même si, et c'est très, enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que Arnaud a pu faire aussi. C'est vraiment ouf comme performance. Mais tout ce qui est plutôt bikepacking et sans assistance, il y a quand même, c'est quand même 2 mondes aussi. Ouais. C'est beaucoup plus roots que... C'est beaucoup plus roots. Ok. Ouais. Alors du coup, ça m'amène à une question qui est quand même un peu le cœur même de ce podcast. C'est comment est-ce qu'on finance de telles aventures, de telles courses pour pouvoir s'amuser, entre guillemets, hein, entendons-nous bien, on parle de sport, ouais. Mais pour pouvoir s'amuser à traverser les États-Unis d'est en ouest ou d'ouest en est, parce qu'il me semble que la Race Across America c'est dans l'autre sens, hein, c'est d'est en ouest, et toi ce que tu as fait c'est d'ouest en est. De tête c'est d'ouest en est pour eux aussi, mais c'est juste plus court, eux ils passent plus au sud, et du coup c'est un petit peu plus court, je pense que c'est 4000 et c'est 4000 et quelque chose. Et quelque chose. Voilà. Donc, on pourra demander à Arnaud un jour comment est-ce que lui il finance avec son staff, son assistance, ses vannes devant, derrière. Il me disait aujourd'hui kiné, ostéo, podologue ou autre. Voilà. C'est un autre monde. Un autre monde, un autre budget. Ouais. Mais du coup, toi, comment est-ce que déjà quand tu as commencé à avoir des velléités sur de l'ultracyclisme, comment est-ce que ton besoin de financement est né et quelle stratégie tu as trouvé pour financer tout ça? Pour mieux réexpliquer ça,
Je vais juste remettre un peu dans le contexte. Moi, je suis arrivé là-dedans, en fait, dans ce monde-là, en faisant un voyage à travers le Canada. Ok. À vélo. C'était la première fois où je faisais un grand voyage à vélo. Je revenais de Nouvelle-Zélande, j'étais en Belgique, je savais pas trop quoi faire. J'ai une copine qui m'a dit, moi je sais pas trop quoi faire non plus. Enfin, on voyagerait bien à vélo. On fait quoi, le tour de l'Australie? Ouais, non, c'est trop dangereux. Le Canada, ouais, allez, le Canada. Mais alors on le traverse. Ok, on traverse. On traverse le Canada à vélo. Voilà. J'adore ce genre de truc. Tu sais, c'est comme le genre de défi à la con que tu files avec des copains ou des copines en buvant un verre un soir. Oh tiens, je ferais bien un Ironman. Allez, c'est parti. Ouais, c'est vraiment parti un peu comme ça. C'était, en plus, moi, quand on a discuté de ça avec mon ami, c'était, moi, j'étais encore en Nouvelle-Zélande, elle était en Belgique, elle voulait quitter son taf. Moi, je revenais d'un taf en Nouvelle-Zélande, mais j'avais pas de projet en Belgique et j'avais envie de continuer à voyager parce que j'ai adoré ça et donc, c'était envie de voyager à travers le Canada et puis de se dire, ok, et c'est la première fois où je me suis posé la question de financer un voyage et de financer un projet avec un peu une nature un peu différente d'un truc quotidien. Ouais. Donc de se dire ok il nous faut toute une série de matos qu'on n'a pas, on va aller demander à des magasins, on va aller et donc arriver avec un dossier sponsor qui je l'ai pas revu depuis mais il devait être bien ridicule. N'ayant jamais rien fait, c'est juste tu sors un peu de nulle part. Donc au final, quand moi maintenant je travaille dans un magasin, qu'il y a des gens qui viennent me demander des choses, je me dis putain, c'est vrai. J'ai eu l'air de ça aussi il y a 5 ans quand je suis venu avec ma pauvre page A4 avec écrit j'ai envie de traverser le Canada à vélo, vous voulez pas me donner un vélo, puisque c'est un peu de ça qu'on parle. Ouais. Et puis bah oui. Juste réussir à négocier le fait de dire on va faire là typiquement c'était un magasin d'outdoor de Bruxelles, dire qu'on allait pouvoir leur faire des reviews de leurs produits sur une longue durée, enfin ce genre de discussion, et puis au final juste une affinité entre deux personnes et puis ça se passe bien et puis bah oui on peut te faire X% et puis ça commence comme ça et donc là c'est pas encore du financement mais ça commence à prendre forme et tu te dis ok si je mets ça plus ça déjà ça va me coûter moins cher et puis petit à petit le projet prend forme et donc on traverse le Canada à vélo et puis moi quand je suis au Canada je rencontre des gens qui me parlent d'ultracyclisme et qui me disent ouais mais en fait tu sais il y a aussi une course qui traverse les États-Unis mais là c'est en course et là je me dis waouh j'adore rouler à vélo, je viens de découvrir que je pouvais passer 10 heures par jour sur mon vélo, à regarder les arbres et autour de moi, et pas vraiment en course, mais à adorer ça. Et puis là, on m'explique ça s'appelle le bikepacking et qu'il y a des courses qui font ça en fait. Et donc la fibre un peu compétition que j'avais déjà du triathlon, de la combiner avec la fibre exploration voyage à vélo que j'ai développé pendant 1 an au Canada. Là, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Je signe, c'est où, c'est quoi? C'est comment, c'est combien? Exact. Et puis, on m'a dit, c'est où? C'est là, c'est sur le site internet, c'est $50 pour t'inscrire à la course et elle fait 7000 km et c'est l'an prochain. Putain, et okay. Le rapport distance-prix, ça n'a rien à voir avec un Ironman. Allez hop, où est-ce que je signe tout de suite? C'est plus, j'avais dit que c'était plus route, hein, l'ultracyclisme et le bikepacking. Donc là, typiquement, il y a comme, pour revenir un peu à la question, il n'y a pas vraiment de staff et donc, tu payes juste les frais d'un traceur GPS. Typiquement sur cette course-là qui est si longue où tu vois les organisateurs lors d'un briefing et puis tu les vois plus. À l'arrivée, il y a personne. Et donc tout ce que tu payes, c'est l'interface du traceur GPS et un peu de frais liés à ça. Mais derrière, il y a toute cette réflexion de ok, $50 c'est l'inscription, mais il y a le reste. C'est dans 1 an, faut que je m'entraîne, il faut que je fasse plein de choses. Et puis là, tu te dis, ok, en fait, il faut vraiment que je fasse les choses un peu plus sérieusement parce que pas juste en ayant 30% dans un magasin à gauche à droite que j'y arriverai. Et donc là, oui, c'est là que tu commences vraiment à te dire qu'il te faut des financements, que si tu veux que ces passions prennent autant de
place dans ta vie, il faut qu'on t'aide parce que tu n'y arriveras pas tout seul. Oui, parce que j'imagine que s'entraîner pour des courses comme ça, alors je sais pas si mes auditrices et mes auditeurs, enfin nos auditrices, nos auditeurs se rendent bien compte, mais tu nous as dit que tu l'as fait en 24 jours, cette course de 7000 km. C'est environ 300 km par jour. Voilà, donc les gens se rendent peut-être pas compte, ils disent ouais, bon, 24 jours, ouais, tu prends un mois de vacances, quoi. Ok, mais faut s'entraîner et l'entraînement c'est pas une demi-heure par jour. Il faut, ça peut paraître bête, mais il faut payer le billet d'avion à l'aller avec le vélo et le billet d'avion au retour, éventuellement avec le vélo s'il reste quelque chose du vélo après 24 jours et des crevaisons j'imagine des énervements où t'en peux plus et tu balances le vélo contre un arbre. Il faut éventuellement quand même manger pendant 24 jours. Hein. Ça peut paraître bête. Tu manges beaucoup quand tu fais 15 heures de vélo par jour, je peux te dire que tu manges beaucoup. J'imagine. Donc, et puis pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi l'entraînement avant. Donc, tu t'entraînes pas une demi-heure par jour. Je sais pas, ça montait à combien 4, 5, 6, 8 heures? Je suis monté à 30 heures semaine pendant des phases de charge. Parce que oui, la réflexion derrière, c'était ok, si je veux faire ça et puis que je veux qu'on m'aide, il faut que je fasse ça bien. Si je fais ça bien, voilà sur le papier ce que ça représente. Pour remettre dans le contexte, je rentre de mon voyage au Canada en septembre et la course est en juin. Et du coup, en septembre, c'est la période un peu qui tombe bien dans le vélo parce que c'est là que tout ce qui est contrat, sponsoring et tout se remet à jour généralement, puisque septembre c'est la période charnière dans le vélo où on sort toutes les nouveautés de l'année qui suit, etc. Et donc je rentre, je me monte un dossier sponsor qui de nouveau ne devait pas ressembler à grand chose. Je me souviens, c'était encore un truc sur Word qui ressemblait à rien, mais avec un vrai projet mieux défini et qui parlait à plus de gens aussi que ma traversée du Canada, puisque là l'idée c'était de faire cette course qui est dans un milieu qui est quand même faut le remettre dans le contexte aussi en plein essor parce qu'il y a de plus en plus 2018 on commence vraiment à parler de 2017-2018 on commence vraiment à parler de bikepacking et d'ultra distance. Il y a un des fondateurs de cette discipline qui en est décédé pendant une course. C'est un peu triste mais ça a créé de l'engouement aussi par rapport à tout ça. Il y a parce que la course que lui avait créée est devenue un peu mythique. Enfin, il y a vraiment eu depuis 3 ans le nombre d'épreuves a fait je sais pas fois 100. Le nombre de participants a fait fois 1000 et donc il y a un essor intéressant et donc ça parle aux gens. Par contre, même si le projet parle aux gens, on me dit mais t'es qui? Ouais, super. Ouais, moi aussi, je connais plein de gens qui voudraient le faire. Et toi, t'es qui? Ouais. Alors, j'ai pas du tout de palmarès, même du triathlon. J'ai pas jamais performé dans le triathlon. J'ai fait des choses, mais j'étais moyen. Et donc, je me dis, ok, ils veulent savoir qui je suis, je vais prendre la problématique dans ce sens-là. Et donc, il faut que je me fasse connaître. C'est un peu bête, hein, mais si tu t'as pas un palmarès derrière, un vrai palmarès sportif, il faut que tu te fasses connaître. Et puis du coup, je me suis dit bon, je vais traverser la Belgique à vélo le plus vite possible. C'est quoi le record? Il n'y a pas de record. Ok. Moi, j'ai appelé le Guinness Book et j'ai fait un peu de com là-dessus, un peu de presse, etc. Et puis il se trouve que le record a été refusé parce qu'il était trop court. Donc, traverser la Belgique, 360 km dans la diagonale la plus longue possible. Le Guinness Book m'a répondu. En plus, ils m'ont répondu. Il y a 12 semaines d'attente, je pense, pour ton truc dans le Guinness Book, c'est ridicule. Et ils m'ont répondu, oui, mais en fait, c'est trop court. Hein, on est désolé, on prend plus les records si courts, ça compte pas. Okay. Mais toujours est-il que j'ai réussi un peu à tirer mon épingle du jeu grâce à ça, à me faire un peu connaître, et puis à me faire inviter sur une course. Et puis c'était un peu ma première vraie course aussi, d'un circuit qui s'appelle Biking Man. Et puis, j'ai sorti de nulle part, j'ai terminé 6e. Du coup, c'était super prometteur. C'était quelques mois avant la Transam, et donc oui, petit à petit, j'ai commencé à construire un truc intéressant à ce niveau-là. En tout cas, je vais pas dire vivre de ma passion, mais vivre ma passion à 100%, ça c'est sûr, parce que
les 3 dernières années, mon quotidien était lié à ça, et puis donner des conférences liées à ça, etc. Donc c'est sûr que je n'ai vécu que pour ça pendant les 3 dernières années, et c'était super, super épanouissant. Alors, attends, parce que recentrons un peu le débat. Oh ouais, il faut que tu me ressentes. Tu nous dis que t'as pas vécu de ta passion, donc t'as pas été. Peut-être que tu veux dire que t'as pas été payé pour faire de l'ultracyclisme, du bikepacking, mais tout à fait. Mais malgré tout, quand on se lance dans de telles épreuves, il faut s'entraîner, il faut participer à l'épreuve, il faut manger, dormir, il faut manger au quotidien avant l'épreuve. Donc mine de rien, il faut quand même que tu trouves des sources de financement. Alors tu nous as dit en début d'émission, là en ce moment t'es frontalier, tu travailles en Suisse dans un magasin de vélo. Ok, ça paye les épinards. Par contre, faut payer le beurre aussi qui va dans les épinards. Donc est-ce que malgré tout t'arrives à vivre. Est-ce que tu as des revenus complémentaires liés à ton activité d'ultracycliste, ou c'est tout tu fais des petits boulots à droite à gauche pour pouvoir vivre de ta passion? C'est plus comme ça. Donc j'ai été, pour cadrer ça, j'ai travaillé, moi je suis biologiste de formation, j'ai travaillé dans l'environnement, puis dans la consultance pendant plusieurs années avant de mettre tout ça en vraie pause quand j'ai commencé à voyager, puis en fait, ce que tu veux nous dire, c'est que tu t'en es foutu plein les poches et puis maintenant tu vis sur tes économies. Bah non, mais maintenant il n'y a plus d'économies, c'est pour ça. Mais j'ai vécu sur mes économies pendant ces années-là, ça c'est sûr, et en vivant en vivant avec presque zéro frais, si ce n'est ceux liés au vélo, et en faisant des économies sur les frais liés au vélo grâce à des partenaires, à une campagne de crowdfunding qui m'a permis aussi de lancer pas mal. Il y avait une plateforme de crowdfunding d'athlètes qui s'appelait Rising quelque chose, mais faudrait que je retrouve ça. Des Belges, et donc ça avait avec des mécènes derrière, et puis comme un crowdfunding de lancer un projet, mais vraiment lié à du financement d'athlètes. Okay. Ça m'a donné beaucoup de pouces aussi. Après, c'est un peu de pouce, on parle de, je crois, 2000 euros, 3000 euros, je sais pas, de l'ordre de 3000 euros. Mais ça, et puis du micro-sponsoring, d'échange de visibilité, de logos sur des tenues, de promesses de retournées médiatiques. Faut savoir que quand j'ai fait ma course en Corse, la RTBF était là. Quand je disais ma course en Corse, c'est Biking Man, une des premières courses que j'ai fait. Donc tout ça sont des choses sur lesquelles tu peux, qui misent bout à bout, ça fait de quoi survivre de ça et de pouvoir vivre ta passion. Maintenant, c'est même pas que ça paye les pâtes ni le beurre, ça paye pas rien quand tu fais le budget d'une année en tant que telle. Ouais. Mais ça diminue fortement l'addition. Et puis là, pour le moment, je suis dans une grosse réflexion de comment trouver un équilibre là-dedans professionnel pour arriver justement à un statut qui permet d'en vivre, dans le sens où travailler, même si là typiquement travailler dans un magasin de vélo, c'est un milieu qui m'épanouit parce que j'adore le vélo forcément. Financièrement c'est intéressant, mais là où, et ça me permettra de nouveau de mettre des économies et puis de le refaire, mais c'est pas quelque chose au jour le jour qui est possible, dans le sens où une course de 25 jours, qui a 25 jours de congé dans un travail de salarié à dire là je vais poser un mois, voilà. Et ça c'est sans compter les autres courses, c'est sans compter les autres déplacements. Il faut savoir qu'après la Transam, pendant un an, j'ai fait ça, j'ai fait beaucoup de courses avec le circuit Biking Man, j'ai fait d'autres courses, j'ai fait la transcontinentale à travers l'Europe. Tous ces déplacements via des micro-sponsoring, et puis travailler un peu dans l'événementiel, où pendant 4 jours, je pouvais faire beaucoup d'heures, et puis remettre beaucoup de beurre dans les épinards, et puis ainsi de suite. Okay. Mais c'est un statut qui est un peu bizarre, parce qu'en fait il te faut beaucoup de temps. C'est un peu ça la contrainte dans cet ultracyclisme et cette discipline, c'est que une course en elle-même de 24 jours, c'est pas comme
je sais pas, n'importe. On parlait d'Ironman. Un Ironman, tu pourrais avoir une vie normale et puis tu pars pour le week-end pour ta course, tu reviens. T'as fait ta course de l'année. Moi, ma course de l'année, ça va être à moi. Ouais. Oui, et puis parlons pas des skippers là qui viennent de s'engager sur le Vendée Globe Challenge. J'en ai eu un sur le podcast. Yes. Voilà, ils sont partis pour 3 mois minimum. Donc tu peux pas dire allez 3 mois de vacances et puis Donc, je reviens et ouais. je reprends mon salaire normal. Non, ça marche pas comme ça. Exact. Donc il y a une grosse questionnement en termes de statut sur comment arriver à il faut vivre comme un indépendant, pouvoir te permettre de prendre ce mois, donc oui, je suis en train de mettre plein de choses en place et en arrivant ici, j'espérais développer une activité liée au tourisme et au vélo et puis j'ai fait le choix de pas mettre des sous et de l'énergie là-dedans, en sachant que vu la crise, ça allait être compliqué et que c'était vraiment un pari très risqué. Mais n'ayant pas grand-chose à jouer, j'avais pas envie de les jouer là-dedans. Ouais, Voilà. en cette phase de Covid, j'imagine que ça pousse un peu à la réflexion sur ce genre de projet. Exact. Et puis, donc oui, gros questionnement, arriver ici et puis d'aborder les choses un peu différemment. Donc oui, cette année là, j'ai fait moins de vélo, c'est sûr. Maintenant, je me considère toujours comme un ultra cycliste. J'ai eu là encore des belles opportunités là cet été. On a été avec des gars justement de ce circuit Bikingman, Axel Carion, qui est aussi un ultra cycliste et explorateur, d'aller faire un record de la traversée de la Corse. J'ai fait une reconnaissance pour une autre course qu'il veut créer, donc j'ai quand même eu l'occasion de faire 2-3 trucs et ça c'est cool. Mais les courses étaient compliquées. J'avais des courses au planning et puis elles ont été annulées. Donc Ouais, j'imagine que l'année 2020, que ce soit pour des sportifs sur des épreuves assez courtes ou des épreuves beaucoup plus longues comme l'ultracyclisme ou autre, ça paraît un peu compliqué. C'est pas une très bonne année. ouais, c'est l'année de la réflexion et de la remise en question sur plein de choses. Mais du coup, ça donne du temps et plein de perspectives. Puis tu découvres des podcasts de gens qui parlent de financement d'athlètes et donc tu les écoutes tous et tu dis il y a ça, il y a ça. Ouais, il y a plein de bons tuyaux à prendre. Je suis sûr qu'il y a plein de bonnes choses à faire. Ouais. Ouais. Alors moi j'avais une question quand même, c'est que on peut croire, peut-être à tort, que c'est plus facile dans un sport qui va être structuré avec une fédération nationale, internationale ou autre, plutôt que sur un sport comme l'ultracyclisme qui, même s'il s'organise, tu l'as dit, il y a un circuit Bikeman, Bikingman, pardon. Est-ce que c'est ton sentiment aussi que ce serait plus simple dans un sport dans une discipline qui est fédérée, parce que le vélo il est fédéré, mais pas cette discipline-là de l'ultracyclisme. Est-ce qu'à ton sens ce serait plus facile, peut-être aussi en tant qu'athlète, pour avoir des subventions, des financements, aller à la recherche de sponsors, jouer sur la notoriété de la fédération, des clubs, etc. Ou au contraire, tu penses que comme c'est pas fédéré, tout est ouvert, tout est à faire et ça te laisse le champ des possibles est plus important. Je pense à un savant mélange des deux. C'est sûr que si c'est fédéré et que tu es un athlète performant, ça peut te faciliter pas mal de choses. Moi, j'ai essayé de quand même aller voir, aller demander aux fédérations belges et Wallonie, Bruxelles, de rassemblements sportifs, etc. Et puis on m'a dit oui, mais bon, là, ce que vous faites, ça dépend pas des fédérations et donc on n'a pas de budget pour ça. Même si je dis oui, mais bon, il y a la RTBF qui vient me voir, il y a quand même des médias, de la notoriété pour vous, c'est intéressant, ouais, mais eux, ils sont très, c'est tout ce qui est fédération, c'est beaucoup trop cadré, et donc, comme on rentre pas dans le cadre, c'est pas possible. Okay. Et donc, ça te laisse pas le choix que d'aller voir des sponsors privés, des marques et des mécènes, et là, effectivement, l'avantage, c'est que, comme tu dis, tout est possible. Et que tu sois performant ou non, c'est honnêtement pas mon cas. Je suis pas, il y a peut-être dans le haut du classement, mais je suis pas dans le top 5 ou autre. Et donc, j'ai pas gagné de course, j'ai pas vraiment performé au point d'attirer énormément d'attention.
Mais par contre, le jeu des marques, des réseaux sociaux, de la visibilité, etc., fait que tu peux t'en sortir et tu peux attirer de l'attention et des financements sans structure, sans fédération et sans réel, pas dire sans réelle performance parce que c'est pas le cas, mais en tout cas sans être le premier. Bon, bah alors du coup, j'ai plein d'autres questions qui viennent. C'est déjà la première question. Comment est-ce qu'on monte un dossier de sponsoring, de micro-sponsoring, appelle-le comme tu veux, une feuille Excel A4, enfin une feuille, un document Word A4 ou un document Word de 50 pages. Comment est-ce qu'on monte son premier dossier? Et puis au fur et à mesure, comment est-ce qu'on évolue? Et selon toi, quel serait ton meilleur dossier de sponsoring actuel? Comment on le monte? Un dossier de sponsor, ça doit répondre à plusieurs questions. Qui tu es? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que ça coûte? Et puis un dossier sponsor, pour moi je l'appelle pas sponsor, c'est un dossier de partenariat. Et dans ce sens-là, comme c'est un partenariat, qu'est-ce que le partenaire à qui tu t'adresses va en retirer comme situation win-win? Qui tu es, qu'est-ce que tu vas faire, c'est le plus simple. Oui, après tu l'étoffes ou non ton palmarès. Oui, tu l'étoffes un peu comme tu veux à ta sauce. Ce que tu vas faire, ça fait partie de la question qui est importante parce que il faut structurer une saison, une année, il faut donner de la structure à ce que tu veux faire. Tu peux pas juste dire bah voilà je veux faire de l'ultracyclisme et du bikepacking. Ça, il y en a plein d'autres qui veulent le faire. Tu veux le faire comment, pourquoi, un calendrier et du coup l'autre question c'était qu'est-ce que ça va coûter. Ça dépend un peu de ce que tu vis. Si tu veux du micro-sponsoring pour un événement bien défini, c'est plus facile évidemment de budgétiser. Ou alors est-ce que tu veux être très large et dire ça coûte beaucoup d'argent. Juste pour vous donner une idée, ça coûte autant. Et puis vous m'aidez comme vous voulez. Enfin, ça dépend un peu à qui tu t'adresses. Ça reste, c'est comme un CV. Quand tu postules pour un boulot, il faut que tu l'adaptes à l'employeur à qui tu t'adresses. Ouais. Mais donc, qui tu es, qu'est-ce que tu vas faire, combien ça va te coûter, ou qu'est-ce que tu demandes, et quel est l'avantage pour la personne à qui tu t'adresses. Et ça, selon ce que tu fais, ça peut être des retombées médiatiques, ça peut être de la visibilité, ça peut être, et puis là, de nouveau, tu peux étoffer maintenant avec les réseaux sociaux en termes de reach si je fais un post sur Instagram, vous touchez 15 000 personnes. Ça commence à avoir un poids dans des discussions marketing avec des marques ou si tu parles de mécénat, tu prends une autre approche, mais un peu ça les guidelines. Et puis après un bon dossier sponsor, j'ai la chance d'avoir ma compagne qui est graphiste. Et puis du coup, quand je lui ai montré mon premier dossier sponsor sous un A4 sur Word avec quelques bullet points, elle m'a dit c'est possible. Comment? Quoi? Il y a des gens qui t'ont fait les 10 millions pour ça? Ouais, c'est ça. C'était ça bah ouais, ça, je sais pas. J'ai reçu 2-3 trucs quand même à l'époque. Et donc, je peux pas dire comme un CV parce que là tu t'approches pas d'un CV, mais il faut que ce soit agréable à regarder et que ça, la personne qui va le regarder ce soit lisible. Ouais. Donc ça c'est sûr, ça fait partie des choses. Et puis après, il y a surtout à qui adresser ce dossier. C'est là où ça prend souvent le plus de temps, parce que si tu l'envoies à info@lesvestiaires.prod, toi t'es tout seul, tu vas le recevoir, mais dans une boîte, tu vas nulle part comme ça. Donc il faut rencontrer les gens, il faut creuser jusqu'à ce que t'aies des gens à rencontrer, etc. Donc ça prend du temps, c'est sûr. Bah justement, c'était ma question suivante. C'était comment est-ce qu'on cherche des cibles et vers quelles cibles on s'adresse? Tu nous as dit que tu as reçu parfois du matériel, tu as reçu du micro-sponsoring. Est-ce que tu t'orientais vers des petits magasins, des gros magasins, des constructeurs, des fabricants, des distributeurs, des marques de vélo? Est-ce que les marques dans l'ultracyclisme, c'est les mêmes que les marques qui équipent les coureurs du Tour de France? Enfin, comment est-ce qu'on choisit ces cibles?
Ouais, t'as un peu deux stratégies. Soit tu te dis que tu ratisses le plus large possible en disant que ça va bien finir par tomber ou en tout cas de rencontrer quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un qui va en parler. Enfin, ça c'est une stratégie que j'ai essayé au début et puis en fait le temps que ça te prend par rapport au retour sur investissement est très mauvais. Et donc ce qui est beaucoup plus efficace, c'est de vraiment cibler les marques et les partenaires pour avoir être au courant de valeurs communes ou d'une vision commune tu sais que ton discours ou ton histoire va résonner chez eux et va leur parler. C'est déjà pas la moitié, mais c'est déjà intéressant parce que du coup tu discutes pas, enfin tu parles pas à un mur quoi. Ouais. Parce que j'ai essayé ça et j'ai été parfois hyper déçu. Tu parles de grandes marques, ben, j'ai essayé d'avoir contacté des marques comme Ridley, marque belge, qui comme tout le monde se lançaient un peu sur des vélos endurance, gravel, etc. Mais ils le font de manière marketing parce qu'ils sont obligés, mais ils ont aucune valeur. Bah, je les cite eux parce que voilà, mais pour pas les citer, derrière il y a rien et ça parle à personne et puis ça engage du temps pour aucun retour. Dans ce milieu-là, des petites marques avec vraiment une volonté de se démarquer, des petites marques avec une volonté de se démarquer, faut s'accrocher. Ça fonctionne mieux. Ouais. Après, ouais. Oui, après toujours, comme tu le disais, tout dépend de ton objectif, de ton sport, des valeurs que tu veux véhiculer ou même des valeurs que tu veux défendre. Peut-être qu'il y en a qui auront pas de mal à être soutenus par Red Bull parce que ils ont du pognon, alors que c'est peut-être pas les mêmes valeurs que partagent d'autres cyclistes. Et j'imagine notamment que les cyclistes d'ultra endurance, enfin les ultra cyclistes, sont plutôt un peu comme les trailers, des gens qui sont très proches de la nature, très proches de l'environnement, plutôt engagés. Bon, en plus, quand on a la chance de parler à un biologiste, j'imagine que t'es pas pour les énergies fossiles. Hein. Plutôt, ouais. Donc du coup, effectivement, c'est certaines valeurs très certainement que tu retrouves pas, comme tu l'as dit, dans des grandes marques, chez des grands constructeurs, etc. Et justement, si on parlait de tes valeurs, est-ce que pendant ces courses, pendant tes entraînements, pendant tes recherches de financement, il y a des moments où il y a eu t'as des anecdotes à nous raconter où c'est venu en confrontation avec tes valeurs et où je sais pas, t'as refusé des sponsorings, t'as refusé des mécénats, t'as refusé des choses ou peut-être tu t'es dit mais qu'est-ce que je fous là, enfin j'ai envie de faire une course nature et finalement je me retrouve je sais pas, avoir une empreinte carbone énorme. Bah, oui, ça c'est sûr que ça fait partie une grosse partie de ma réflexion et puis le fait de migrer vers les Alpes et de venir dans les montagnes et d'y être plus tranquille. Oui, non, l'an passé j'ai mis mon empreinte carbone est immonde et c'était un gros point de me dire ok, je fais des trucs que j'adore, mais j'ai fait une course à Taïwan, j'ai fait une course en Afrique du Sud, j'ai fait tous des trucs où je suis là, genre alors qu'il y a des courses en Europe et donc c'est sûr que cette année ça dans ce qui était prévu dans mon planning et du coup qui est rapporté à l'an prochain, il y a une volonté de rester en Europe et de plus spécialement autant voyager pour m'épanouir là-dedans et pas avoir un impact. Ok. Écoute, je crois qu'on a déjà pas mal fait le tour de toi, de tes motivations, de comment tu finances tes exploits. Est-ce qu'on passerait pas à la séance de questions-réponses? La fameuse séance de questions-réponses avec plaisir. Oui. Bon, tu vois, j'ai un petit peu modifié ma méthode d'enregistrement. Normalement, je ne dis pas à mes invités que je vais leur poser des questions. Toi, je t'ai un peu prévenu en off. Je t'ai pas donné les questions. Hein. Faut bien préciser à nos auditeurs que ça va être du tac au tac, ça va être naturel, mais t'as pas eu les questions avant. Ok. Bon, tu m'as quand même dit en off que tu avais écouté quelques podcasts, donc je pense que tu devrais t'y retrouver un petit peu. Écoute, la première question que j'aime poser à mes invités, c'est si tu pouvais te transformer en un petit Xavier, enfin pas si petit que ça, parce que tu as découvert finalement le vélo il y a une dizaine d'années, mais bon, si tu pouvais
te parler à l'oreille du Xavier de 20, 22 ans qui va découvrir triathlon, qu'est-ce que tu te dirais? Celui qui a commencé le vélo vers 22 ans, je lui dirais de partir explorer encore plus loin que ce qu'il explorait à l'époque. Puisqu'au final, j'ai attendu plutôt 27, 28 avant de vraiment me dire faire le grand saut et de me dire allez, je quitte tout ça et je vais explorer loin maintenant que j'ai un vélo. Et du coup, oui, quand j'ai commencé le vélo, je restais sur des trucs plus près de chez moi et j'aurais dû plus vite partir plus à l'aventure. Ouais. Ok, bon, et forcément, la question corollaire à celle-ci, c'est si tu pouvais être un tout petit peu plus grand, mais te parler à l'oreille du Xavier avant de t'inscrire, de payer tes $50 sur la Transam et y aller, qu'est-ce que tu te dirais? Je me dirais pas grand-chose en fait. Je regrette même pas dire rarement, je regrette jamais des choses que je fais ou quoi, et donc je changerai rien à la façon dont j'ai fait cette transam. Je dirais, mais oui, vas-y, fonce, fais-le comme tu voulais le faire. Et ouais, il n'y a pas de, non, je lui dirais rien de spécial. Fonce. Ok. Prends une chambre air en plus parce que. Ah, je sens la galère, je sens la galère. Allez, on était un peu dans le passé. Maintenant, si on se projette dans l'avenir, je sais pas si tu t'imagines dans 15 ans, aller avec un gosse et qui te dit, enfin, un enfant ou une enfant, allez, on va jouer l'inclusion. J'ai pas eu beaucoup Ouais. d'invités et eux en ce moment, donc dans 15 ans, ta fille te dit, papa, moi aussi j'ai envie de me lancer dans l'ultracyclisme. Qu'est-ce que tu lui dis? Mais fonce, tu vas voir, tu peux aller tellement loin en vélo. Tu peux faire des distances en vélo que des gens te diraient, mais je les fais même pas en voiture. Puis tu fais tout ça juste à la force de tes jambes. Donc prends ton vélo et va explorer le village d'à côté, la ville d'à côté, le département, le pays d'à côté. Mais utilise ce moyen de déplacement pour explorer, rencontrer des gens et te construire via ces explorations et ces rencontres. Wow. Bon, écoute, j'ai l'habitude de noter les citations de mes invités, mais là j'en ai quelques-unes, j'aurai quelques perles. Merci Ok. beaucoup. Euh, si, ouais, avant de passer à la question sur le chapitre que tu réécrirais, comme ça je te laisse quelques temps pour réfléchir aussi. Euh, J'imagine que tu as quelques anecdotes croustillantes à nous raconter de la Transam ou d'autres grandes courses que tu as faites. Alors vas-y, donne-nous deux, trois petites anecdotes sympas. En bien ou en mal, hein. Enfin, tu vois, je veux dire, des choses qui t'ont... des galères que tu as vécues ou alors des moments où tu t'es dit, mais merde, mais waouh, quel bonheur d'être là, quel bonheur de vivre ça. Je changerais ça pour rien au monde. Oui, oui, c'est sûr que c'est un peu comment dire, pas le fondement même, mais ça fait partie intégrante de ces courses d'avoir une espèce d'ascenseur émotionnel sur une journée où 10 fois t'as des épiphanies et 10 fois tu te demandes ce que tu fais là et puis en 5 minutes tu passes de l'un à l'autre et puis et donc j'en ai plein de ces moments maintenant là comme ça. Le premier qui me viendrait à l'esprit c'est un lever de soleil. J'ai déjà dit ça en plus. Les levées de soleil, c'est toujours particulier. Puis ouais, un lever de soleil aux États-Unis où je monte un col et je crois que je l'ai monté pendant 2 heures. C'était hyper long, mais j'avais vraiment le soleil qui se levait vraiment juste au-dessus du col, au-dessus de moi. Et t'as froid puisque tu montes le col dans l'ombre et quand t'arrives en haut et puis les gens, on est en juin, hein, le lever de soleil, il est 6 heures du matin. Ça fait déjà 2 heures il est 6 heures du matin, ça fait déjà 2 heures et demie que je suis sur mon vélo en train de rouler parce que tu te lèves pendant la nuit. Enfin, Ouais. donc c'est dur quand tu te lèves et puis en même temps, là, les 6 heures du matin, le soleil est levé, tu commences à avoir chaud et puis t'es en haut de ce col, c'est magnifique, tu vois une route, mais c'était une ligne droite, enfin, genre vraiment, genre tu la vois qui descendait vers le Colorado. On avait passé un des points les plus hauts de la course. Une ligne d'horizon à perte de vue, puis de me dire, genre, de regarder d'où je suis parti d'un côté, puis de me dire que je sais même pas où je vais m'arrêter le soir parce que je vois même pas par où je vais. Oui, ça, c'est des moments d'épiphanie comme ça, j'en ai
10 fois sur une journée de ça, ou dans l'autre sens je suis toujours aux États-Unis, je pense. J'étais sur une section où tu sais, tu prévois tes ravitaillements toi-même un peu en fonction de ce qu'il y a sur la route. Et moi, je suis très mauvais à planifier et plutôt bon à improviser. Et là, pour le coup, je m'en suis voulu parce que tu croises toujours dans ces courses un gars qui te dit dans un McDonald's ah, on a bien fait de s'arrêter ici parce que je regarde mes fiches et le prochain McDonald's il est dans 250 kilomètres, enfin tu vois genre. Et moi je mange mon burger parce que j'ai faim et que j'ai vu un McDonald's et je suis rentré dans le burger, mais si j'avais pas faim là, bah je l'aurais eu dans l'os parce qu'il y en a pas eu, il y en aurait pas eu pendant 250 kilomètres. Et moi je suis genre ah ouais, ok. Et là, pour le coup, mon village d'après, il est à 30 kilomètres et je remplis pas ma gourde parce que je me dis, bah, 30 kilomètres à 1h30, ça va aller, c'est tout plat. Et il y a vraiment un tournant à 90 degrés et puis là, le vent de face. Et je pense que j'ai fait 30 kilomètres en plus de 3 heures. Et il faisait 35 degrés et il n'y avait pas d'eau. Et j'ai dû m'arrêter 2 fois, genre à l'ombre d'un arbre. Et là, j'étais cramoisi. Je voulais comme jamais de pas avoir repris de l'eau d'avoir été trop optimiste et de pas avoir planifié. Enfin, tu vois, après tu remets toujours plein de choses en question comme ça pendant ces courses où tu fais un plan et puis 3 minutes après le plan que tu viens de faire tombe déjà à l'eau. Alors t'en refais un deuxième qui lui tient 6 minutes. et puis et puis tu retombes au plan d'avant parce qu'en fait t'avais ralenti mais finalement t'as réaccéléré. Et c'est comme ça toute la journée quand tu fais ce genre de course. Et c'est comme ça toute la journée pendant 20 jours. Oui, c'est ça, donc, pendant 24 jours, parce que tu t'arrêtes jamais, en fait. Non, bah là, en l'occurrence, aux États-Unis, j'ai eu 2 jours de pause, qui étaient les moments les plus, un des moments les plus, peut-être bizarres pas dire de ma vie, mais genre où je me suis vraiment demandé ce que je faisais là, parce que j'ai eu une casse mécanique. J'ai dû faire demi-tour, arriver à un magasin de vélo et j'ai eu un ascenseur émotionnel de on s'est réparé, on s'est pas réparé, ah on répare mais ce sera pas avant cet après-midi, ah on répare mais ce sera demain, ah bah non en fait on doit faire livrer une pièce par Shimano et ce sera là dans 2 jours. Et puis là du coup en 1 heure tu te retrouves en 2 jours. Qu'est-ce que je vais faire pendant 2 jours moi. Je suis en cuissard au milieu du Kentucky. Genre, donc j'étais au cinéma en cuissard et puis j'ai dormi beaucoup. Moi, j'avais pris une chambre de tête du coup et j'ai dormi je sais pas combien d'heures tout d'une traite. Mais oui, des moments comme ça, ces courses c'est assez fou parce que ça tu vis plein de trucs, tu te mets t'as un état de fatigue qui fait que la façon dont tu vis les choses est aussi assez tout est décuplé parce que avec la fatigue tes émotions sont décuplées, enfin tu vois, c'est assez particulier comme état mental. Ouais, mais en même temps, ça doit t'obliger, comme tu dis, enfin, ça doit te faire beaucoup réfléchir sur toi, sur ta condition, ou plus globalement sur la condition humaine, ce genre de choses. Ça doit te faire philosopher pas mal, non? Ah oui, bah ça si t'es pas bien sur ton vélo, c'est sûr que tu t'es pas bien dans ta bulle quand t'es sur ton vélo, tu devrais pas faire ce genre de course typiquement parce que t'as beaucoup de temps pour penser, t'as beaucoup de temps pour réfléchir et ça devient méditatif à un moment. Et c'est ça que j'aime bien aussi quand je suis seul sur mon vélo, que je sois seul sur mon vélo 2 heures derrière chez moi ou pendant 24 jours. Ouais, il y a clairement un aspect méditatif et de plénitude quand je roule à vélo. Et puis aussi, comme tu dis, ouais, c'est parfois compliqué et puis tu dois, tu dois relativiser beaucoup de choses parce que sinon tous les jours tu te dis bah c'est pas grave, je prends un bus et je rentre chez moi. Parce que physiquement c'est compliqué, mentalement, enfin donc oui, ce sont des épreuves qui ont une dimension pour moi beaucoup plus ouais, je peux ouais, c'est une dimension en plus d'autres épreuves d'endurance plus cadrées et là le fait d'être seul et de devoir tout gérer toi-même, ça donne une dimension en plus
qui pour moi a tout son attrait. Ouais. Et du coup, alors on sort un peu de la séance de questions-réponses, mais la redescente sur Terre, quand t'as fini, quand tu poses le vélo, c'est un peu le même genre de questions que je pense qu'on pourrait poser à des grands navigateurs. On a parlé tout à l'heure du Vendée Globe, ces gens qui passent 1 mois, 2 mois, 3 mois sur le bateau, et puis quand ils reviennent à terre, enfin, comment tu gères ça? Bah, c'est compliqué, ça c'est sûr. La meilleure témoin est un peu triste, mais ma compagne est venue me chercher à l'arrivée de la transcontinentale l'été dernier, où je venais de faire 4000 et des kilomètres à travers toute l'Europe, en 12 jours, 13 jours. Et je suis arrivé de nuit dans une tempête et en mettant vraiment toutes mes dernières forces dans ces derniers kilomètres pour pour arriver, genre, tu sais, il te reste que 200 kilomètres, tu te dis, allez, je finis, je l'ai fait, et puis en fait, ils deviennent interminables, et tu te dis, j'arrive à minuit, et puis il est 1 heure, puis 3 heures, puis j'arrive vraiment à 4 heures du matin, je pense. Et j'étais éclaté. Et elle était toute contente de me voir, et j'ai même pas su réagir. Enfin, j'étais un vrai zombie. Et donc déjà sur le moment même de quand tout s'arrête d'un coup, il y a quand même un peu un moment de waouh, qu'est-ce que je fais là? Enfin, genre ça met un peu de temps derrière de processer des trucs si longs et de les ouais, vraiment de les digérer et de les apprécier beaucoup plus par après. C'est tellement prenant comme course pendant 10 15 jours, un jour, et ça devient ton quotidien, mais en même temps, ça reste quelque chose d'extraordinaire, et puis, du coup, tu l'apprécies beaucoup plus par après. Et donc tout ce travail derrière, ça prend du temps. Il faut pas trop te brusquer sur pas mal de choses. J'ai eu chaque fois la chance de me donner des moments dans ma vie où je le faisais, où je devais pas retourner travailler la semaine d'après, tu vois. Ouais. Je sais pas trop comment tu il y en a qui le font, hein, mais c'est que je pense que c'est encore plus compliqué quand tu dois tout de suite te reforcer à quand tu reviens d'un grand voyage, quoi, pendant des mois ou quoi. Puis tu dois retourner dans un autre rythme qui a pas été, enfin, où tu as été dans une routine complètement différente. Donc ça prend du temps, mais ça fait partie un peu partie du voyage. Et puis il faut l'accepter, et t'y trouves ton compte aussi de réatterrir, de réapprécier les choses différemment quand tu rentres, de reprendre le temps pour plein de choses que pendant 20 jours t'as pas pris le temps, de manger, enfin tu vois, ouais, c'est Bon, et la place de ta compagne là-dedans? Alors, pas forcément au retour, hein, mais dans ton ouais. quotidien, dans ta préparation, dans l'épreuve, dans le retour, tu nous en as rapidement parlé, dans les jours, les mois, les semaines, les années après, quelle est sa place oui, comment ça se passe? Mais c'est sûr que l'an passé, j'ai eu une année un peu compliquée dans le sens où j'ai beaucoup voyagé pour ça. J'ai fait genre, je pense que l'an dernier, j'ai fait 6 petites courses, mais donc une petite course de 700 ou 1000 kilomètres, tu te dis que c'est tout de suite une semaine sur place. Donc ça fait 6 petites courses où t'es au moins une semaine à l'étranger, plus j'ai fait 2 plus longues courses qui du coup elles étaient plutôt de 2 semaines, 3 semaines. Donc il y a eu beaucoup de déplacements l'an dernier. Et puis parfois aussi qui se sont enchaînés. Genre j'avais une course et puis j'étais à peine rentré un partenaire me demandait de venir avec eux sur une expédition en Afrique du Sud. Donc je suis rentré 10 jours après avoir été absent 2 semaines, et puis je repartais pour 3 semaines. Donc du coup elle a été enfin, elle le vit autant que moi. Je veux dire, j'ai la chance d'avoir une compagne qui partage ma passion pour le vélo aussi. On a fait une de ces courses ensemble. Donc, je pense qu'elle est sûrement plus compréhensive par rapport à ça, puisqu'elle elle partage quelque part cette passion aussi. Mais c'est compliqué, et j'en suis hyper reconnaissant de faire des concessions de son côté aussi par rapport à ça. Donc,
Donc elle a une place omniprésente et pendant les courses, elle est la dot watcheuse la plus avide possible et qui va elle-même sûrement se lever la nuit pour regarder si j'ai dormi, si j'ai avancé. Et puis je sais que s'il est 3 heures du matin et que je commence à m'endormir sur le vélo, je peux l'appeler et puis on se fait un Skype parce que oui, t'as ton téléphone qui est sur ton guidon et tu peux passer un coup de fil et puis ça te tient éveillé, puis ça te remonte le moral quand tu commences à t'endormir à piquer du nez. Et donc oui, elle est omniprésente pendant, avant, après. Bon, écoute, je pense que le message est passé. Tu pourras lui faire écouter cet épisode. Et puis moi, je ferai peut-être pareil de mon côté. Écoute, je suis en train de te prendre beaucoup de temps parce qu'on avait dit 1 heure, on a déjà dépassé l'heure. Allez, 2 dernières questions. La première, c'est si tu devais réécrire un chapitre, un passage du livre de ta vie, qu'est-ce que ce serait? Moi, je pense, comme je l'ai dit, je l'ai abordé vite fait, mais par explorer plutôt, quoi. J'ai un peu, après, je le regrette pas. Je ne réécrirai pas spécialement un passage dans le sens où je suis tout ce que j'ai fait dans ma vie, je suis convaincu que ça m'a mené quelque part et je suis très content de la façon dont je me suis construit. Mais c'est sûr que, enfin ouais, non, en fait, non, je ne le réécrirai pas. Non. Non, tu réécris rien. Tu laisses le livre comme il est. Tu corriges les fautes d'orthographe, mais tu réécris rien d'autre. Non, voilà. Ok. Et parce que je pense, enfin, ce que je voulais dire, c'est j'aurais pu me dire pars plus tôt, va explorer plus tôt, parce que je suis d'abord rentré dans un espèce de pas de moule, mais de j'ai fait l'université, puis je me suis dit il fallait que je travaille, etc. Et puis, mais même ça, je suis content de l'avoir fait et ça m'a construit et je suis content de l'avoir fait pour maintenant savoir que je le ferai plus. Et donc, donc ouais, non, je réécrirai rien ce soir. Mon propre. Ok. Allez, dernière question. Qu'est-ce que c'est pour toi un grand sportif ou une grande sportive? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que forcément, ça a une notion de performance et de dépassement de soi. Pour moi, c'est l'essence même du sport. Il faut, pour être pour être un grand sportif, mais tous les grands sportifs que j'admire sont des personnes qui se dépassent vraiment et qui ont cette envie de se dépasser. Donc pour moi, ça fait partie c'est de l'essence même d'être sportif. Et d'avoir envie ouais, de, pas spécialement de performer, mais en tout cas de se dépasser, puis de s'améliorer dans sa pratique et d'aller y chercher toujours un peu plus. Et puis au-delà de ça, pour moi, il y a le sport, ça reste même un sport solitaire comme je peux faire moi. Il y a une notion de partage qui est omniprésente aussi. Pour moi, le sport, ça se partage. Même en compétition, il y a un partage avec tes rivaux. Il y a, ouais, c'est le partage que ce soit à l'entraînement avec des amis. Enfin, ouais, pour moi, il y a une dimension sociale au sport qui est omniprésente aussi, et puis sous toutes ses formes, que ce soit, comme j'ai dit, à l'entraînement ou que ce soit le fait de partager sa passion, tout simplement, et puis d'en parler avec d'autres gens. Ça, c'est, voilà. Donc, dimension sportive, performance, et dépassement de soi et de partage, de Partage. passion. Esprit d'équipe. Voilà. Ok. Et puis, juste avant de te laisser partir, c'est le moment du passage de témoin, du passage de micro. S'il y avait une sportive ou un sportif que tu aimerais entendre dans ce podcast, est-ce que tu aurais quelques noms à nous donner? Quelques noms à nous donner. Oui, j'en ai plein. Après, si on veut se concentrer sur l'aspect financement, j'ai des pistes intéressantes. Voilà, là, un gars que j'admire beaucoup et que j'ai, enfin, qu'on s'est déjà
pas mal rencontré sur plusieurs épreuves. On échange souvent sur les réseaux, etc. C'est Sofiane, qui est un gars qui a gagné beaucoup de courses et qui performe beaucoup dans ce milieu-là ces 2 dernières années. Et puis qui lui, je pense aussi, arrive à vivre de sa passion et à tirer son épingle du jeu, et donc un attrait intéressant. Par contre, tu parles de sportif, ben du coup je te dirais plutôt d'interroger sa compagne, du coup Fanny, qui elle aussi évolue dans le milieu de l'ultra distance, et puis du coup doit avoir un angle intéressant aussi sur la question. Ok. Et puis sur une toute autre, vraiment une toute autre thématique, mais qui du coup me vient vite à l'esprit, parce qu'en fait c'est un de mes collègues, qui est Kevin Kalkoff. C'est un ancien pro BMXer. Donc okay. C'est un gars avec qui je travaille dans le magasin de vélo, qui vient d'Annecy. Et puis lui, il a mon âge, il a 33 ans. Et là maintenant, donc cette année, c'est la première fois qu'il travaille de sa vie. D'accord. Donc depuis qu'il est ado, il évolue dans le BMX, et puis il en a été pro, enfin il en est toujours pro, il se considère toujours comme un gars qui fait du BMX au niveau pro. Il en vit toujours avec des marques, mais la crise a un peu secoué tout ça aussi à ce niveau-là aussi. Mais il a sûrement une approche différente, puisque c'est de nouveau un milieu un peu, c'est pas, il y a aussi toute une compétition dans le BMX entre ce qui est fédéré, pas fédéré. Mais du coup, effectivement, ça me vient vite en tête, parce qu'on en parle beaucoup au quotidien. Mais il doit sûrement avoir une vision intéressante. Ok, bah écoute, je note. Et puis, ce que je te demanderais peut-être, c'est des petites intros, et comme ça, je pourrais les mettre sur ma liste d'invités. Ça marche ? Avec plaisir. Écoute, Xavier, juste quand même avant de te laisser partir, parce qu'il faut bien rendre honneur à mes invités, où est-ce qu'on te retrouve si on veut discuter avec toi, si on veut suivre tes aventures, si on veut, je sais pas, si on a des questions sur l'ultracyclisme, si on veut se lancer et que on hésite, comment on te contacte ? Eh bien, on me contacte avec plaisir, parce que ça fait énormément partie de cette discipline, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges, et comme c'est pas un truc standard, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de questions, et moi comme d'autres, on y répond toujours avec plaisir. Donc contactez-moi sur Instagram, sur internet, sur Facebook, c'est Xavier Massard, aussi simple que ça. J'ai un site internet, xaviermassard.eu, où on trouve aussi tous mes contacts, que ce soit mail ou autre. Donc le plus simple, c'est de passer par là, ou via mon Instagram. C'est, je pense, là où je suis le plus réactif pour le moment. Ok, ça marche. Bon, de toute façon, je mettrai tout ça dans les notes de l'émission. Super, merci beaucoup. Super, merci beaucoup Xavier, c'était un super moment que j'ai passé avec toi, plein d'énergie, plein de réflexion, et puis ce que j'invite à faire mes auditeurs, c'est de suivre tes aventures, de te laisser des petits messages, et puis pourquoi pas de se lancer dans la méditation via le sport d'endurance. Super. Merci, à bientôt. À bientôt Hermano, bye. Vous êtes encore là, alors c'est que vous avez apprécié cet épisode, et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org, ou avec une revue sur Apple Podcast, ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens pour pouvoir contacter mon invité dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part, je suis sûr que ça lui fera très plaisir et ça l'encouragera dans tous ses projets. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs!